Tous les ans, effectivement, nous savons que l'hiver, il y aura le plan hivernal et l'été, il y aura le plan canicule. Là, par contre, c'est plutôt quelque chose qui se produit une fois tous les 5 à 10 ans. C'est une menace nouvelle qui était donc ce nouveau virus. Il y a eu le virus H1N1 en 2009 et là nous savions que c'était quelque chose qui potentiellement allait échapper à la maîtrise du pays, la Chine en l'occurrence, et qui allait nous confronter à quelque chose d'inconnu qui potentiellement allait prendre une réelle ampleur et à laquelle notre organisation n'était pas nécessairement préparée et adaptée pour y faire face. Le coronavirus, moi j'en ai entendu parler le 31 décembre. Moi, c'était vraiment la première fois aux informations. C'était en début d'année où effectivement il y a eu les premiers cas déjà en Asie. J'étais déjà au courant car j'avais une amie en fait qui devait se rendre en Chine. On a des alertes, des notifications d'alerte. Et donc comme les premiers cas se sont déclarés fin décembre en Chine, on a été très vite alerté par le réseau Sentinelle. Et donc on a entendu parler du SARS coronavirus 2 à ce moment-là, qui n'avait pas encore d'ailleurs de nom précis. À l'époque, c'était un virus chinois. Il y a des informations internationales qui sont partagées par le Center for Disease Control américain, le CDC. Il y a la même instance européenne, il y a l'OMS. Ça va nous donner des informations. La description du virus, je crois que c'est le 9 janvier que ça arrive. Globalement, ça a été annoncé comme ce qu'on appelle un foyer épidémique dans la ville de Wuhan, et ça correspondait à ce qu'on a l'habitude de voir assez régulièrement, c'est-à-dire des foyers épidémiques qui s'éteignent assez vite et qui sont contrôlés assez vite, en sachant que la Chine est quand même un pays qui, au niveau réactivité épidémique, est quand même connu pour être très proactif. Au début, on va pas se mentir, on se disait un petit peu, c'était un peu lointain, parce que c'est une nouvelle épidémie, comme on en a entendu plusieurs ces dernières années, de SRAS, de grippe aviaire. On était un peu dans l'incertitude au début, un petit peu comme tout le monde. J'avais un peu la peur que ça arrive et qu'on n'arrive pas à distinguer le coronavirus de la grippe. C'était ma principale inquiétude. Dès le mois de janvier, toutes les unités d'hygiène et d'épidémiologie des Hospices civils de Lyon ont travaillé ensemble sur des procédures de prise en soin de patients qui pourraient être atteints du coronavirus si jamais le virus arrivait en Europe. Les modèles déjà connus auparavant nous invitaient à penser qu'on allait être occupé sur les semaines et les mois suivants. On avait déjà des procédures de type REB sur le risque épidémique et biologique, justement pour la prise en soin de patients atteints d'Ebola, du MERS-CoV. Donc en fait, on a retravaillé des procédures qui existaient déjà avec les infos qu'on avait à l'époque. Et fin janvier, finalement, la procédure basique était finalisée. Le début de la crise, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons le rythme et le tempo à l'ARS et donc à la Direction Générale de la Santé, en disant les acteurs terrain font remonter ça d'un point de vue épidémiologique, d'un point de vue structurel, d'un point de vue de réponse à donner, et on est plutôt là en booster de leur organisation, en leur disant là il se passe quelque chose, il faut que vous réagissiez pour faire quelque chose. Et c'est plutôt ça que l'inverse. L'interprétation que j'en ai est que les autorités de l'État ont voulu s'assurer d'un certain nombre d'informations afin de ne pas inquiéter inutilement la population, ce qui était assez logique. C'était une menace sérieuse, inconnue, et c'était ce qui faisait sa singularité. Je pense que tous au sein de l'équipe, on avait idée que c'était pas possible que ça reste circonscrit au sein de la Chine. On pense qu'il va se passer quelque chose à l'échelle planétaire.
La menace, moi, elle devient concrète en rentrant du ski, d'avoir reçu sur WhatsApp des messages d'alerte des collègues italiens disant c'est épouvantable ce qui se passe, préparez-vous. Ma femme est réanimateur et la même soirée, en fait, nos WhatsApp sont véritablement saturés de messages d'alerte et on se dit, zut, il est en train de se passer vraiment quelque chose de très sévère. Et c'est vraiment là que ça devient concret, que le lundi matin, en arrivant au boulot, on se dit, bon, il faut vraiment se préparer à quelque chose de très violent en termes de saturation potentielle des capacités. Dans la nuit du 7 au 8 février, les premiers cas sont arrivés à l'hôpital de la Croix-Rousse. Le directeur de garde m'a appelé à environ 3h du matin pour me signaler que l'Agence régionale de santé venait de l'informer que les premiers cas avaient été repérés en Haute-Savoie aux Contamines. Donc pour ma part, il s'agit de s'assurer que l'information arrivait bien dans les services essentiels de l'hôpital de la Croix-Rousse pour assurer la libération d'une unité spécialisée pour accueillir ces patients dont on imaginait qu'ils étaient potentiellement contaminants. Je travaillais en pneumo et en fait, en urgence, on nous a demandé de déplacer des malades de MIT, car il y avait des gens atteints du corona qui arrivaient et du coup, il fallait les placer à l'isolement. Et là, on a senti qu'en pleine nuit, faire transférer des malades à l'autre bout de l'hôpital, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il a fallu d'un coup disposer de chambres particulières, de chambres seules, accueillir ces patients dans la nuit, sectoriser tout un service. Et dès le samedi matin, tous les membres de l'unité d'hygiène et d'épidémiologie étaient au courant. On a d'emblée eu une forte mobilisation de tout le monde avec vraiment une faculté d'adaptation de toutes les équipes très rapide. Il y avait une certaine excitation d'avoir pu examiner un Covid. Voilà. Alors c'était complètement délirant à l'époque, parce qu'on en a vu 1, on en a vu 5, 6, et vu ce qu'on va voir après, finalement, on est un peu... c'est pas très adapté. Enfin si, c'est adapté, c'est l'excitation, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Les patientes commençaient à nous poser beaucoup de questions en imaginant qu'on savait beaucoup de choses. Dans la pratique, on avançait au même rythme que la population générale sur les connaissances qu'on avait quant à ce virus. La presse nous a très vite sollicités, ils voulaient avoir des avis de nos experts. Et on a fait une conférence de presse, mais qui était plus sur une explication de ce qu'on savait de ce virus, de ses modes de transmission. On était plutôt sur de la rassurance de la population et de l'explication de ce qu'on savait de l'épidémiologie et de ce virus. Ça a été vécu dans le service comme presque un épiphénomène. On s'est dit on va avoir 4 patients et puis ça va se calmer. Le premier cluster italien s'est déclaré avec 30, puis 100, puis 300, enfin sur une cinétique, une dynamique exponentielle qu'on a compris que les choses allaient s'accélérer très vite. Mais pour nous, on était déjà préparés et on savait déjà qu'on était dans une pandémie. Et qu'on ne pouvait plus l'arrêter en fait. On rentre dans le vif du sujet le 27 février. C'est là où on reçoit notre premier patient en réanimation atteint du coronavirus. C'était un patient grave, dont l'état était vraiment critique et s'est aggravé. On ne savait pas contre quoi on se battait, donc il a fallu effectivement rassurer les gens. Des réunions ont été mises en place pour informer les gens, donc beaucoup de personnes sont venues. Je suis allée dans ces amphis qui étaient combles. J'ai été frappée également par le calme de nos professionnels. On va faire notre travail, on va faire ce qu'on doit faire. On a eu la chance à Lyon d'avoir, enfin en France en tout cas, d'avoir l'exemple de l'Italie, qui était à la fois extrêmement angoissant parce qu'on voyait bien que c'était très très difficile et qu'ils avaient des arrivées massives de patients et des difficultés à les prendre en charge. Et nous, ça nous a permis de s'organiser et d'anticiper les choses. Et on a eu le temps de se préparer, de travailler aussi, et ça a été salutaire pour nous, de travailler avec les établissements du privé, pour essayer d'organiser une montée en charge collective, progressive. À partir de fin février, on n'a fait qu'avancer en essayant d'anticiper, d'avoir 3-4 jours d'avance sur l'organisation qu'on devait apporter aux hospices civils de Lyon. Il faut imaginer qu'on avait, enfin moi pour ma part, réunion téléphonique tous les jours à 11h au niveau national,
de manière à échanger avec les collègues du Grand Est, de Paris, des Hauts-de-France qui étaient à des moments différents de l'épidémie, d'essayer d'utiliser leur modèle et d'adapter ce modèle-là et d'alerter la direction générale, la direction centrale, de dire il va se passer ça. Donc il faut imaginer que le modèle, on l'a anticipé et on a essayé de donner un rythme, et puis très vite, c'est la direction générale des hospices qui était le chef d'orchestre de toute cette organisation. Là, ça devient réel. Cette vague de virus va arriver et va probablement nous frapper en pleine figure. On a toujours une idée de l'état de santé des hôpitaux italiens, de ce qui se passe en Chine, mais se dire est-ce que nous, on pourra faire face ? Est-ce que nous, on saura faire face ? Et ça, moi et l'ensemble de l'équipe qui travaillait autour de ces solutions à trouver, c'était ça. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va pouvoir faire face ? Est-ce que c'est la bonne décision que l'on prend ? Parce qu'on ne savait pas comment allait réagir le virus. Franchement, on ne savait pas. Autour du 8 au 10 mars. On s'est retrouvés en fait sur ce week-end à avoir des patients qui avaient des soucis respiratoires. On n'arrivait pas tellement à faire baisser la température malgré les antibiothérapies, donc on s'est dit qu'il y avait peut-être une histoire de coronavirus. Dès qu'on diagnostiquait le coronavirus, on mutait nos patients à la Croix-Rousse. La vague, nous, on a l'impression qu'on l'a vu venir quasiment début mars en fait. On s'est mis tout de suite à pousser les murs pour pouvoir accueillir. Alors que les gens ne se rendaient pas compte de la gravité de la situation, nous c'est vrai qu'on était plutôt très inquiets en se disant mais comment on va faire face ? La situation devenait extrêmement grave, il fallait être dans les starting blocks pour assurer la vague. On a vraiment renforcé puis structuré tous ces services de réanimation. Le nombre de patients, ce qui se passait, la gravité, comment on pouvait organiser les réanimations, organiser la médecine, organiser les urgences. On devait rester avec eux pour leur donner les informations clés qui leur permettaient de travailler, on va dire, en sérénité. On a été obligé de déséquiper un service de soins intensifs cardiologiques pour l'armée en réanimation. On a eu une réorganisation du service avec une adaptation en fonction des patients Covid. Il y avait un flux pour les patients Covid pour pas qu'ils croisent les patients non Covid. À partir du 8 mars, la première mesure qui a été prise, notamment évidemment en lien avec la direction des HCL, ça a été de suspendre les visites des familles. Au début, c'était juste une personne, une personne par jour pour un patient, et puis après, assez rapidement, dès que le coronavirus est arrivé, les visites étaient totalement interdites, et ça, c'était pas facile pour les patients. À cette époque-là, on n'avait pas tous les moyens de protection, les mesures barrières qui sont depuis lors instaurées. On a autorisé jusqu'à maintenant la présence des papas en salle d'accouchement, et exclusivement en salle d'accouchement. Et au décours de cette semaine, il y a donc l'épidémie qui s'est propagée donc dans les soins de longue durée d'Antoine Charial, mais aussi qui a commencé de rentrer dans les soins de longue durée, les SSR de Pierre Garot. Le lundi 9 mars, 10h, j'ai un coup de fil de la direction. On a un cluster à Antoine Charial. Il faut trouver une quinzaine d'appareils de PNI et de saturation, ce qui est tout à fait énorme. Possiblement des personnels contaminés. On a commencé à essayer de faire des listes, à aller sur place. On faisait une enquête et puis on nous disait il y a un autre endroit, il y a un autre service. Donc on commençait à établir la liste, que hop, il y en avait encore une autre. Et puis en l'espace de 3 jours, on nous a dit « Arrêtez de faire des enquêtes, vous n'y arriverez pas ». Et dès le mercredi, ils nous ont appelés en disant « Voilà, finalement, on va tester que les soignants ». Donc la première étape, ça a été « Il va falloir nous aider ». On a repris le centre de la Croix-Rousse, on a vu qu'il fallait ouvrir une deuxième salle, après à HEH, puis à Lyon Sud, pour multiplier le nombre d'examens et le faire en proximité où travaillaient les soignants. On ne voulait pas qu'il y ait de cluster intra-hospitalier, donc tous les patients qu'on hospitalisait étaient testés. Et dans l'attente du résultat des tests, on avait créé une zone tampon, le temps qu'on sache le résultat du test. Chaque jour, le service d'hygiène venait pour nous faire un petit topo sur les nouveaux protocoles. On ne savait pas quel produit était le plus efficace, donc on a pris la plus grosse désinfection, un véhicule à désinfecter,
comme il faut de A à Z, c'est 45 minutes minimum. On a demandé une mobilisation quand même assez importante à nos professionnels et des personnes qui avaient un roulement, on va dire, du lundi au vendredi de 9h à 17h, des infirmières de consultation, sont allées travailler en 12 heures, jour et nuit, dans nos services, voire dans d'autres services qu'elles ne connaissaient pas. Et ça a été une vraie solidarité de groupement. Le moment réel où on a commencé à prendre en charge ces patients, j'ai ouvert le bon de transport et en petite description, il y avait indiqué Covid-19 positif. Je suis arrivée, on m'a dit écoute Céline, tu vas en pneumo et il y a du Covid. On ne sait pas vers quoi on s'avance. C'était à la fois excitant et à la fois effrayant au départ. Quand je suis rentré chez moi, j'ai tout enlevé, j'ai mis dans un sac. J'ai voulu désinfecter aussi mon téléphone, tout ça. C'est vrai qu'on psychote un peu. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette maladie ? On n'en connaît rien. Donc j'ai appris sur le tas avec une infirmière géniale du MIT qui m'a appris à m'habiller, à me déshabiller, à prendre en charge ce genre de patient. Nous avions des masques, on avait des charlottes, on avait notre blouse professionnelle, nous avions une surblouse avec encore un tablier de protection par-dessus. On a parfois multiplié par x10, x100 la consommation que nous avions habituellement sur certains produits. Pour le soignant, c'est éprouvant. Les équipements de protection individuelle ont été un élément de réelle difficulté pendant toute la période. L'annonce par le président de la République le 12 mars. On est assis par terre sur la moquette avec le président de la CME, avec le secrétaire général, mes collègues. On devait déprogrammer tous les patients, on était un jeudi soir. On est 5-6 et on écrit ce message. Demain c'est vendredi, vous avez en gros la journée pour appeler vos patients. Et quand j'appuie sur le bouton, je me dis on bascule dans un nouveau monde et la machine s'emballe en très peu de temps. Habituellement on tourne autour de 1000, 1200, 1300 appels jour. Là, on est passé à 4000 appels jour. Donc, là, ça a été une vraie détresse. Et on avait vraiment besoin d'aide. Et heureusement qu'on a eu des renforts. Du jour au lendemain, on va annuler tous nos programmes. Donc la plupart ont été interrompus ou décalés et on ne prenait que les urgences vraies. C'est nos secrétaires qui se sont chargés de cet énorme travail. Ça a été un poids sur leurs épaules. On a réadapté notre service avec fermeture de certains secteurs comme la mammographie ou l'orthopédie. Ces patients insuffisants cardiaques qui sont suivis très régulièrement d'habitude et que du jour au lendemain, on ne va plus pouvoir voir. Et puis d'un autre côté, on a nos patients qui transplantés sont des patients qui d'emblée paraissent fragiles. Dans une première phase, nous avions proposé de prendre des patients qui étaient négatifs en termes de tests, donc des malades de réanimation adulte en réanimation pédiatrique, parce qu'on savait que les réanimations adultes commençaient à être bien chargées. Mi-mars, il y a eu une explosion d'appels au SAMU avec vraiment ça n'arrêtait pas d'appeler et pas assez de personnes pour répondre au téléphone initialement. J'ai l'impression que toute la population lyonnaise avait les symptômes du Covid. On s'est d'emblée mis en ligne de réponse spéciale Covid. Les médecins de tous les services sont venus aider ou sont venus se proposer pour aider en régulation avec un travail énorme de formation qui a été fait par les collègues du SAMU. Et tous les appels Covid, du coup, étaient pris en charge en cellule de crise. Quand on se retrouve d'un coup dehors, où le monde on semble arrêté, clairement, moi ça me faisait du bien en fait, parce que c'était mon seul moment où le retour, je soufflais, mon téléphone il était éteint, je ne voulais même plus en entendre parler. Et la semaine encore d'après, on a encore doublé les effectifs et on se retrouvait quand même avec 100 appels en attente. Au SAMU, on a vraiment eu un pic d'appels important. Aux urgences, ça a été différent. Notre population habituelle des urgences ne venait plus pour les choses habituelles. Et en revanche, une augmentation de patients avec des signes respiratoires, de la fièvre, qui étaient suspects Covid. Les urgences, c'est la porte d'entrée de l'hôpital. On a la chance d'avoir à Edouard Herriot 2 pavillons d'urgence. Donc on a
très vite défini un pavillon qui serait pour les cas suspects Covid. On a effectivement fait des sens de circulation, on a formé tout le personnel pour tout ce qui est désinfection, habillage, déshabillage. Pendant un mois, on se levait, on dormait, on mangeait, on se douchait Covid. On prend quand même de plein fouet tout le ressenti de la population. Il y avait énormément de gens aux urgences qui attendaient pour avoir une place en hospitalisation. On a dû remplir le service en une journée. Ça a été une période assez éprouvante. Les patients se sentaient seuls, les patients se sentaient anxieux. On essayait un maximum d'être avec eux pour les rassurer. Le fait de ne pas savoir grand-chose, c'était vraiment source d'anxiété pour eux. Des gens sont arrivés Covid-, mais se sont déclarés être finalement infestés par le virus. Et là, on s'est dit, en fait, on est protégé comme des Covid-, mais on est en contact avec des Covid+. On a commencé à se dire, il faut qu'on dépiste, il faut qu'on sache si nos patients qui arrivent sont porteurs. Pour déceler la présence de ce virus chez les patients, on a donc le test nasopharyngé et c'est un écouvillon qu'on insère dans la narine assez profondément. Très vite, on a été complètement submergé par le nombre de prélèvements qui sont arrivés. C'était des techniques semi-automatisées, il faut compter 4 heures à ce moment-là pour rendre un résultat. Et ça a été très difficile pour les 4 techniciens d'assurer tout ça, donc très vite on a demandé de l'aide au secteur de virologie conventionnelle. On a organisé un roulement très rapidement pour les remplacer, tout en devant continuer notre activité dans nos différents services. On n'a pas vu les choses arriver, on les a pas vues passer non plus, tellement tout est allé vite et tout a été dense. Pour nous qui gérons du matériel, c'est très important de vite savoir dans quelle direction il faut aller et les directions où on ne va pas pouvoir aller. Donc au fur et à mesure, un petit coup de fil à son commercial, voilà, le Covid monte, si je vous passais une commande, qu'est-ce que vous pourriez livrer rapidement ou pas ? Ça change complètement la façon d'acheter, puisqu'en fait on est plutôt, au niveau des achats, on est plutôt sur des activités long terme, et là en fait il a fallu signer des contrats dans la journée. Et d'échanger avec nos collègues qui nous disent moi j'ai trouvé tel matériel à tel endroit, il en restait, pouf, on appelle tout de suite derrière pour pré-réserver du matériel. On a eu donc des volumes qui ont explosé, mais également des prix qui ont explosé, qui ont été x10, x20 par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On a une combinaison de difficultés, ou en tout cas de contraintes, qui ont fait que l'achat était complètement différent, puisqu'on est sur des produits fabriqués en Chine, donc avec toute la problématique liée au transport, liée à l'avance de paiement. Moi, je me suis aussi sentie vraiment soutenue par le monde industriel, puisque nos fournisseurs ont répondu présent, jusqu'à avoir des commerciaux qui disaient « Allez voir mon concurrent, il pourra mieux vous répondre que moi ». On sentait qu'on n'était pas dans un mode du quotidien. Et puis après, ça a été très rapide. Il y a eu le confinement. On a téléphoné au 15 parce que j'avais de la température. Il m'a donc sondé, il m'a pris ma saturation. Et là, le coup de tonnerre, Monsieur Kerrage, je vous hospitalise tout de suite car vous êtes malade. L'annonce du confinement, c'était un soulagement, puisqu'on se disait que peut-être qu'effectivement, ça permettrait de ralentir la progression de ce virus, et ce qui nous permettrait de pouvoir mieux faire face. J'ai réuni mes équipes le matin et je les ai renvoyées à la maison, personne ne s'y attendait. Personne n'imaginait qu'on resterait aussi longtemps en télétravail à 100%. Et nos équipes informatiques ont été absolument exceptionnelles, elles ont doté nos agents en un temps record. La première semaine, on avait déjà créé les conditions qui permettaient à 1200 agents HCL de travailler simultanément à distance, et qu'à la fin de la seconde semaine, on avait créé plus de 3000 accès pour ces professionnels, et tous les services étaient en capacité de continuer à travailler. Toutes les cellules de crise se sont organisées en visioconférence.
Le déploiement de la téléconsultation a été également un des enjeux et un des challenges. On va accélérer cette mise en place avec des partenaires industriels qui vont mettre à notre disposition des outils connectés, des objets connectés pour surveiller ces patients. Et donc, on a fait beaucoup de consultations par téléphone, donc des patients dont on annulait la consultation en présentiel et auxquels on proposait la consultation en distanciel. La téléconsultation a été un des moyens utilisés par plusieurs centaines de nos professionnels pour pouvoir continuer en fait à suivre des patients qu'il n'était pas raisonnable de déplacer au sein de notre établissement. À l'annonce du confinement, nos activités de maîtrise d'œuvre ont été stoppées brutalement. Nous avons créé une cellule qui a été en charge de répondre aux particuliers et entreprises qui souhaitaient faire un don dans le cadre du Covid-19. On s'était fixé qu'on répondait aux mails dans l'heure qui suivait, pas plus tard. On a des grosses entreprises locales ou nationales, voire internationales, qui ont fait preuve d'une forte solidarité, notamment sur les masques au début de la crise. Plus que de l'or, en fait, c'était vraiment quelque chose de très recherché, très demandé. Ça a vraiment compté. Plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de masques. Je voyais vers 22h, 23h, on était encore à essayer de répondre aux uns et aux autres parce que finalement les gens ils ont fait ça de façon incessante. Puis très rapidement on a pu solliciter les militaires de l'opération Résilience. C'était impressionnant, on se serait cru en temps de guerre en fait. Il y en avait de partout, il y avait des militaires, des jeeps, des camions. Pour moi, une fois que tout était en sécurité, en fait, je pouvais rentrer tranquille chez moi. Je faisais une pige à la régulation du SAMU et j'ai été appelé vers 20h pour me dire de faire avancer les différents établissements vers une prise en charge des patients Covid. Et la cellule de pilotage s'est montée comme ça. Nous avons pu programmer les fermetures de services ou les réorganisations de services pour d'abord organiser des unités spécifiquement au Covid+, et puis après, pareil, comme on le pouvait, à l'afflux de patients. Il n'y avait pas de mode d'emploi préexistant. Ce qui est quand même indispensable, c'est avoir d'abord le personnel et ensuite le matériel. Les questions étaient les mêmes sur l'extension des lits de réanimation. Pour des patients Covid, les consignes étaient de les mettre en isopression, donc d'abaisser nos flux d'air. Et tout ça, ça nécessite des interventions, des installations techniques assez lourdes, qu'on appelle des centrales de traitement d'air, pour régler en fait la ventilation. Mais également parce qu'il fallait brancher davantage de respirateurs, des mises à disposition d'alimentation électrique, voire aussi de prise informatique pour gérer ces patients. On ne se pose pas de questions. Il va falloir armer, donc on cherche des pousse-seringues, on cherche des appareils de tension pour les unités Covid. Toujours en maîtrisant l'apport de médicaments et de produits pharmaceutiques. C'était très très lourd physiquement et en charge mentale. La connaissance du réseau public et privé a très nettement favorisé des échanges qui ont permis à chaque établissement probablement d'aller plus vite dans la gestion des malades Covid. Il y avait beaucoup de stress, c'était vraiment le bordel dans les couloirs, j'ai jamais vu ça. Il y avait des chariots qui traînaient de partout, aussi bien des chariots de soins que des chariots d'équipement de draps. Je veux faire juste prendre une photo parce que je pense que je m'en souviendrai à vie du fonctionnement de ce service à ses débuts. Et en fait, au moment où j'ai sorti le smartphone, le service était extrêmement bien rangé. Les gens qui passaient dans les couloirs en fait, circulaient de façon très ordonnée. Tout le monde a réussi à gérer son stress. Je pense que beaucoup de soignants retiennent essentiellement de cette crise le fait qu'on a beaucoup poussé des lits et changé les patients de chambre. Après, en rebond, c'est quand on a appris qu'il y avait un gros cluster au Charpennes en gériatrie. Le virus était arrivé et il fallait trouver du personnel pour aller les aider et aussi se dire que là aussi on allait avoir de nombreux décès. J'étais incapable de parler plus de 10 secondes. Essoufflé comme c'est pas possible. Je toussais énormément, je crachais, j'entendais plus rien, je voyais plus rien. Et il n'y a que cette fameuse nuit où j'ai cette énorme frayeur, où quelqu'un s'est occupé de moi. Et le lendemain matin, le docteur était à côté de moi en me disant « Monsieur Keraz, nous étions à 2 doigts de vous intuber ».
Personnellement, je ne pensais pas qu'on allait avoir autant de suspicions, de cas en France. Quand ça a pris une ampleur où on n'était plus à 5-6 ambulances par jour, où on était à 5-6 ambulances par heure, enfin par demi-heure, on s'est dit, bon, là, ça va plus être possible. On a dû faire face à énormément de prélèvements, jusqu'à des fois 800 par jour. On a automatisé cette technique de référence qui dure 4 heures sur des automates. Et là, on était en capacité de faire un test en 2h30 au lieu de 4 heures. Le scanner a joué un rôle de diagnostic dans la maladie. Ça fait des images typiques, donc en verre dépoli et des zones de condensation dues à l'inflammation des poumons. Il y a beaucoup de choses qui nous ont marqués. Il y a les patients jeunes qu'on a perdus. Ils avaient eu dans la même semaine 5 morts de jeunes entre 40 et 45 ans. Et ils se sont demandé pourquoi. Première semaine, vous avez votre patient qui, il en veut encore et bon, malheureusement, il est arrivé un moment où il voyait peut-être plus le bout du tunnel. Je passais beaucoup dans le toucher, je trouve que prendre la main, des fois, ça a pas de... Il n'y a rien de mieux, enfin, on se sent pas bien, on a mal, quelqu'un nous tend la main. Et tout ce que vous avez à lui proposer, c'est de se battre. Ce qui m'a boosté, quand j'ai eu ma femme et mon fils, c'est mon fils qui m'a fait. Il m'a dit, papa, tu vas démerder pour guérir, car on a besoin de toi à la maison. Ça m'a mis le dard, comme on dit. Quand on a dû augmenter nos capacités de lits en réanimation, on a un infirmier pour 2 patients et demi en réanimation. Il a fallu renforcer ces équipes-là. Je travaille habituellement au centre des MASU, au comité de lutte contre les infections nosocomiales et également au bloc opératoire. Et j'ai été donc détaché pour les Hospices civils de Lyon, le lieu donc, qui m'a formé quand j'étais étudiant. J'étais à la fois heureux et j'avais aussi peur en fait, de me retrouver dans ce service. Je pense que ça a été traumatisant pour certains d'entre eux. À un moment, on avait fait un point d'étape, on était à plus de 650 personnels qui avaient été mobilisés pour faire face à cette crise, ce qui est énorme. Le plus gros des maladies ne relevait pas de notre spécialité. Moi, je me souviens avoir dit à des patients, écoutez, je suis rhumatologue, je vais voir avec mes collègues. On a mis en place une formation d'adaptation tout de suite au poste, avec un tutorat. Comme on nous a nommés les experts, des héros. Putain, je savais pas que j'étais tout ça. Ils ont vraiment été remarquables parce qu'ils ont géré beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire on adapte en permanence notre façon de fonctionner ensemble. Ça a été le PAM de chirurgie de Lyon-Sud qui a proposé une action de médiation. Nous devions tous les jours téléphoner et donner des nouvelles aux familles des patients graves, sévères de réanimation. J'ai eu vraiment l'impression d'être utile. Tout notre enjeu a été tout au long de la crise de garder toujours des réserves pour ne jamais imaginer être confronté aux situations terribles qui étaient de ne pas pouvoir prendre en charge un patient atteint par le Covid. Quand nous avons décidé, une fois que tout était saturé, de prendre des patients adultes atteints de Covid-19, alors là, effectivement, ça a été un vrai challenge pour nous. On s'est préparé pendant cette phase-là. Donc on a fait par exemple des séances de simulation avec des mannequins. On apprenait à gérer les voies aériennes lors d'une intubation d'un patient Covid positif. Et on a fait une deuxième phase de simulation sur la mise en décubitus ventral. On apprenait les séances de retournement. C'est très hétérogène dans l'établissement, c'est-à-dire que vous avez des soignants qui ne sont pas du tout confrontés au Covid et qui du coup se retrouvent un peu désœuvrés, d'autres qui pendant ce temps-là courent dans tous les sens, et tout ça pas forcément en même temps, ça fait un espèce de patchwork dans l'hôpital. On a sollicité
nos personnels qui avaient une interdiction médicale de travailler, s'ils pouvaient nous aider pour des surblouses, pour des choses comme ça. Alors, la fabrication des masques de protection et la fabrication des gels hydroalcooliques a bien fonctionné. Les dentistes qui travaillent habituellement ne pouvaient plus travailler dans ce contexte de crise. On fabriquait des visières en plexiglas. Chacun fait la partie qu'il peut faire, retrousse ses manches et participe à la gestion de la crise. En obstétrique, on n'a pas été trop touché par le Covid et j'ai pas senti de changement majeur dans le comportement des gens vis-à-vis de ce qu'on faisait, de notre travail. On a eu une première situation assez compliquée. On m'a appelé le matin à 7h30 en me disant il faut venir à l'hôpital, il y a une patiente Covid+, qui se dégrade sur le plan respiratoire, à qui il va falloir faire une césarienne en urgence. Tout le monde marche un peu sur des œufs, c'est la première césarienne sur une patiente Covid+. On a peur pour nous, bien évidemment. La patiente était extrêmement angoissée et du coup, le masque s'enlevait, les mouvements étaient un peu désordonnés. On a dû, à un moment donné, quand même mettre de côté, entre guillemets, notre appréhension du Covid pour vraiment prendre en charge cette patiente. On a pu finir la césarienne dans de bonnes conditions et dès que l'enfant est sorti, la patiente s'est rapidement améliorée sur le plan respiratoire et elle a pu nous rejoindre en maternité 3 jours plus tard pour retrouver sa petite fille et passer du temps avec elle. Alors c'est vrai que cette maladie, elle bouscule les habitudes des services, elle les bouscule beaucoup parce que effectivement les durées moyennes de séjour en réanimation sont beaucoup plus courts habituellement. Je crois que la moyenne nationale doit être entre 5 et 7 jours à peu près de séjour en réanimation adulte. Là on est sur des prises en charge beaucoup plus longues, donc ça demande à des sprinteurs de savoir faire un marathon. Il y a eu probablement, en gros, 1 millier d'agents contaminés par le virus. Et on a notamment particulièrement peur que notre personnel soit très exposé, malade et même gravement malade. Alors effectivement, certains ont fait des formes très graves et heureusement, nous n'avons eu aucun décès à déplorer. J'étais une Covid fausse négative. Ces fameux Covid, quand on fait l'écouvillon, en fait, ça revient négatif, mais vous avez tous les symptômes et vous êtes couché dans votre lit pendant 15 jours. Dans un premier temps, je me suis dit que j'étais jeune et que ça allait bien se passer, que ça allait être juste une période un peu plus difficile. Mais j'ai eu très peur, parce que du coup, ce que j'avais eu, je me suis dit à un moment donné, peut-être que moi aussi, ça pourra m'arriver, je vais pouvoir me retrouver derrière dans un lit d'hôpital. Quand le virus est rentré, on sait bien qu'il est rentré forcément par quelqu'un, par nous. Et donc ça, c'est quelque chose de très particulier par rapport à la charge mentale qui a été celle des équipes. Parce qu'il faut comprendre qu'on s'occupe beaucoup de patients ayant une maladie neurodégénérative, principalement la maladie d'Alzheimer, et que ce sont donc des patients qui sont fragiles, sont des pathologies chroniques et sont des patients vulnérables. Qui ne comprenaient pas les mesures qu'on leur imposait de rester en chambre, de ne pas en sortir, d'arrêter leur vie telle qu'elle était avant. Donc on a eu beaucoup de patients agités, anxieux, énervés, des familles également qui craquaient. Là, ce qui était un peu déstabilisant, c'était d'une part n'avoir que des patients avec la même pathologie et deuxièmement, c'est d'avoir autant de patients aussi graves dans nos lits. Au pic, sur nos 30 lits de réanimation, on avait 30 patients qui étaient sous assistance respiratoire. Donc on a affaire à des temporalités très courtes, à des investissements très forts, à des événements traumatiques très grands. Et ça de manière extrêmement répétée. On va peut-être prendre un peu de recul, on va peut-être souffler un petit peu parce que si on continue comme ça, on va craquer. Et il ne faut pas qu'on craque, on n'a pas le droit de craquer dans le métier qu'on fait. Il faut savoir qu'on avait des patients qui allaient bien, voire pas trop mal, on va dire, et du jour au lendemain, leur état pouvait se dégrader. Et ça, c'était difficile moralement.
Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été l'annonceuse de mauvaises nouvelles. Une nuit, une dame qui avait perdu son père la veille du Covid à l'hôpital Édouard Herriot et à qui j'annonçais que sa maman allait probablement décéder dans la nuit. J'ai trouvé ça tellement difficile, je lui ai dit qu'elle pouvait venir parce que ça me paraissait impossible pour elle de faire le deuil. Elle avait déjà perdu son père la veille, elle allait perdre sa mère. J'ai pas pu lui dire de rester à la maison. Donc elle est venue, elle est restée pas longtemps, elle s'est habillée et elle est juste venue dire au revoir à sa maman. On prend sur nous pour déroger de la manière la plus sécuritaire possible à certaines exigences réglementaires, essentiellement pour restituer un petit peu d'humanité dans la relation de soins. Ça a été difficile pour les familles de ne pas pouvoir toucher leurs proches, d'avoir l'équipement de protection. Mon chef m'a convoqué dans son bureau et en fait il m'a demandé de dépanner au service funéraire. À partir de fin mars, on va être quasiment à 10-12 décès de Covid-19 jour et nuit. Là, c'est très dur. Et ça, on ne s'y attendait pas. On a eu une mortalité qui était de l'ordre de 60%, qui a été source d'un certain découragement par moment, puisque on voyait les patients décéder les uns après les autres. Et je me rappellerai toute ma vie le fait de refermer la housse et de se dire qu'il y a un corps en dessous, comme si c'était fini et on passait à quelque chose d'autre. Sa famille ne le reverra jamais. Je pense que ce sera le pire moment de ma carrière. Vraiment, je me souviendrai toute ma vie. On a eu beaucoup de conversations téléphoniques avec les familles, beaucoup d'explications des gens dans une détresse terrible. On les a vus, les pompes funèbres, appeler les familles sur WhatsApp, donc faire des mises en bière par visioconférence. On a pu présenter les corps des défunts aux familles, au service funéraire. Et donc là, ça a été la période la plus terrible. Donc, il y avait vraiment... Et puis des cris, des décibels, des hurlements. J'ai jamais entendu ça en 25 ans de carrière. J'ai eu mon fils qui, au premier jour du confinement, s'est découvert une passion pour le footing. Puis bon, voyant tout ce qui se passait, je dis si vraiment t'as la bougeotte, l'hôpital a besoin. Si ça te dit, tu vas travailler. Il a fait un petit contrat de 3 semaines en gériatrie, sur des services dédiés Covid. Bon, il était plein d'entrain, plein d'allant quand il y a été. Il a travaillé ces 3 semaines. Son contrat s'est terminé. Bon, il ne l'a pas renouvelé. Et il n'est jamais ressorti faire un footing. Vous vous rendez compte, quand vous sortez, en fait, la ville, elle est morte. Enfin, il n'y a rien qui se passe. Lyon nous appartenait. En gros, il n'y avait que les services d'urgence qui travaillaient, qui roulaient. On croisait que des pompiers, que de la police, les ambulanciers privés, nous. Vos voisins, ils savent que vous travaillez à l'hôpital, donc dès qu'ils vous voient, ils vous posent des questions. C'est lourd, c'est pesant. Le travail qu'on a effectué beaucoup dans cette période-là, c'est un travail autour du lien. On a choisi de créer une boîte mail pour pouvoir répondre aux demandes des familles et des soignants, pour pouvoir les accompagner et essayer de comprendre quelle était leur demande, quelle était leur souffrance à ce moment-là. On s'est immédiatement lancé dans la mise à disposition de tablettes et de logiciels de visioconférence grand public pour permettre à ces patients de pouvoir, depuis leur lit, rester en contact avec leurs proches et garder en fait un lien social avec les familles qui ne pouvaient pas leur rendre visite. Puis nous, de temps en temps, notamment lorsqu'on annonce des mauvaises nouvelles, je pense que c'est important quand même que les gens puissent nous voir, puissent nous identifier sans les masques.
Donc ça a été important. Et on a reçu aussi du courrier. Donc on a pu vraiment accompagner nos patients en leur mettant des photos de famille dans leur chambre. On avait des lettres, on avait des poèmes, on avait des récits qu'on pouvait leur lire pour les accompagner. Beaucoup d'astuces pour permettre donc, aux patients hospitalisés de communiquer avec leurs familles respectives. Je me souviens d'un patient, je lui ai lu en fait la lettre d'adieu de son épouse. En ressortant de la chambre et en finissant la journée, en raccrochant la blouse, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte finalement de l'importance de notre métier, de l'importance de la prise en charge. Cette période, elle a eu vraiment des moments très contrastés. C'est-à-dire qu'on avait des grands moments de questionnement médicaux et éthiques, déontologiques. Avec également beaucoup de remises en question sur nos pratiques, sur une maladie qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'on faisait bien? Est-ce qu'on faisait tout? Je pense qu'il fallait choisir entre aider des patients qui avaient un pronostic à 24 heures, les gens qui avaient un coronavirus, ou finalement laisser un petit peu attendre des patients qui avaient un pronostic à 6 mois ou à 1 an. La question ne se posait plus. Il fallait absolument que les gens ne meurent pas de cette épidémie. On était obligé de revenir aux fondamentaux de la médecine, c'est-à-dire vraiment à l'observation, à la clinique, à la sémiologie. On écrit vraiment le chapitre de la maladie en même temps qu'on le vit, ce qui est, à mon sens, en tout cas, moi je n'avais jamais vécu ça. Donc en pratique, ça a été une sorte de dynamique d'adaptation absolument permanente. Mais c'est notre métier, enfin, on est préparé à ça. On a accumulé les connaissances jour après jour, semaine après semaine. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation nous paraît très différente et je pense que la prise en soin est beaucoup plus cadrée. Et on est en train d'implémter l'essai en Europe de l'essai Discovery. Quand on est confronté à une nouvelle maladie et qu'il faut essayer de trouver des traitements, on est sur, on a cette sémantique de essai de première génération, deuxième génération. Et donc, on essaye 4 médicaments. Pour arriver à démontrer une efficacité d'un médicament qui, a priori, n'a pas une activité énorme, il faut inclure beaucoup de patients dans un essai pour voir des différences. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir un hôpital fantôme. Le plus marquant pour moi, ça a été les secteurs d'urgence, quoi, qui étaient vides. Voilà. Après, bien évidemment, on est parti sur des interventions, sur des détresses respi lourdes, parce que les gens ont dit je vais rester à la maison, ça ira mieux, ça va passer. Ce sont tous les patients qui n'ont pu être traités d'autres maladies pendant cette période que nous avons privilégiée pour les patients atteints du coronavirus. Nous, on travaille sur le cancer du poumon. Il y a des patients qui nécessitent des traitements qui sont presque des fois aussi urgents que pour les traitements du Covid. Et ça a été très compliqué de continuer à les suivre. L'hôpital de jour a fonctionné à 100%, donc ils ont pu avoir leur chimiothérapie. Et puis nous, on s'est organisé au mieux pour qu'ils puissent avoir leur traitement, qu'on soit là à leur écoute, parce qu'ils étaient très inquiets aussi. Il y aura l'après-Covid avec des gens qui sont pas venus à l'hôpital, qui ne sont pas fait soigner. C'est ces gens-là qui n'ont pas pu être pris en charge ou être pris en charge trop tardivement. Et les dommages collatéraux du coronavirus, je pense qu'il va falloir les prendre en compte un jour ou l'autre. On dit que le système de santé a été efficace, on a réussi à gérer l'épidémie. Alors c'est tout le contraire qu'il faut penser, c'est que le système de santé n'a pu être efficace puisqu'on a dû arrêter de soigner les autres personnes. Et il faut éviter absolument ça, il ne faut pas retomber là-dedans. C'est-à-dire que s'il y a une épidémie, on doit être capable de déployer de la réanimation sans arrêter la chirurgie, sans arrêter de traiter les autres pathologies. Pour moi, c'est ça la priorité. On attendait les patients qui sortent de réanimation. Donc, le premier patient admis en réanimation, il a fallu attendre 3 semaines pour qu'il sorte et qu'il arrive à l'hôpital Henri-Gabriel. Donc des patients qui avaient une atteinte respiratoire, des patients qui avaient une atteinte musculaire également. Et c'est ces 2 aspects-là qui sont à mettre en premier lieu pour permettre de récupérer une autonomie fonctionnelle et envisager un retour à la maison et de retrouver ses activités comme avant le début de l'infection.
On a eu la chance de pouvoir mettre en place des techniques qui sont innovantes, qui me semblent être efficaces si je me base seulement sur le retour des patients qui est très positif. L'incertitude est plutôt sur demain et jusqu'à quand ça va durer. Et pour ça, on n'a pas vraiment de réponse. En avril, la pression elle est un peu retombée. On avait de moins en moins d'entrées de patients Covid frais, on va dire, c'est-à-dire venant du domicile ou fraîchement hospitalisés. La pression est également retombée sur les lits de réanimation. Et à côté de ça, il y a certaines régions où on voit que nos collègues infirmières, nos collègues médecins, nos collègues aides-soignants galèrent un petit peu à gérer leurs patients. On se demande comment des cas apparaissent encore dans certaines unités. Donc on a quand même l'impression qu'on ne comprend encore pas tout, qu'on ne maîtrise encore pas tout. Nous étions heureux de l'accalmie, mais nous avions une crainte d'une deuxième vague. On se retrouve avec une période très atypique et totalement originale à l'hôpital, à savoir des lits vides et pas de travail, entre guillemets. On a eu presque cette culpabilité professionnelle d'avoir connu cette accalmie. Et notre souci, ça a été de pouvoir faire souffler les équipes, parce que elles ont beaucoup donné. Petit à petit, avec finalement la connaissance de plus en plus pointue qu'on a eue sur la virulence, la transmission, la contagiosité de ce virus, on a pu diminuer les procédures tout en étant sûr de protéger suffisamment les professionnels. Il y avait cette idée, cette perspective d'un déconfinement et du coup d'une amélioration, mais en fait le travail devait continuer. Et un travail, une énergie de réorganisation. Nous, on a vu revenir du coup les patients non Covid qui avaient un peu disparu sur les dernières semaines. Tous les patients qui étaient plus chroniques, qui ont été forcément moins suivis scrupuleusement pendant ces semaines et ces semaines d'épidémie aiguë. Et donc il y a aussi toute l'attention qu'on doit porter maintenant à ces patients. J'ai pas vécu l'annonce du déconfinement et encore moins le déconfinement lui-même comme quelque chose d'un soulagement extrême au niveau professionnel. On va gérer ce post-Covid et on a encore, je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt pour qu'on puisse vraiment faire un bilan au titre global, mais aussi à titre individuel, parce qu'on reste quand même mobilisé par cette action. On a commencé à redéployer des services dans leur activité initiale et de redéployer l'hôpital entre guillemets comme il était. On est à 90% de passage aux urgences, 80% de fonctionnement de nos blocs opératoires. Et ça nous a demandé finalement plus de travail en termes d'interrogations auxquelles il fallait répondre. Évidemment, je pense à tous les patients qui n'ont pas survécu, à leurs familles, à ces moments douloureux qu'on a traversés avec eux. Mais je pense aussi à tous les patients qui ont survécu. J'ai reçu des vidéos de certains patients qui ont été hospitalisés dans le service. Notamment, on a reçu une vidéo du premier patient qui faisait du vélo et qui nous racontait que tout allait bien à présent. Il y avait notamment un couple, des personnes âgées. Les collègues en fait étaient assez pessimistes et à juste titre. Et finalement en fait ce couple a déjoué un peu les pronostics qui les voyaient ne pas pouvoir sortir de réanimation et s'en est sorti à peu près en même temps. Et ça nous a fait vraiment du bien au moral, je dirais. Ça a créé vraiment de la joie dans le service.
Notamment notre doyenne à l'hôpital Pierre-Garot, qui a eu 105 ans. 19 patients sur 20 ont été malades. Et c'est la seule de cette unité de 20 lits où tout le monde a été contaminé et nombre de soignants qui ne l'a pas été et qui se portent très bien aujourd'hui. Donc ça pose beaucoup de questions sur nos capacités à résister à ce virus. L'extrême professionnalisme de l'ensemble du personnel hospitalier à tous les niveaux que ce soit. Là encore, il y a bien évidemment les soignants, mais tous les autres services, les services de support, les services techniques, la pharmacie, la radiologie, tout ce qu'on peut imaginer, et évidemment le personnel administratif, tout le monde a été motivé, exemplaire, dynamique. Personne n'a compté son temps, les gens se sont mobilisés spontanément, il n'y a pas eu besoin de demandes particulières. Chaque fois qu'il y avait une nécessité quelque part, nous avons trouvé les personnes nécessaires pour que tout fonctionne au mieux. J'étais très fier de mon équipe parce qu'il y a eu une réponse rapide, immédiate. On se sentait investi d'une mission et ça décuple l'énergie. Finalement, tout le monde a un peu ouvert sa façon de travailler, à montrer, et on connaît plus aujourd'hui les difficultés les uns des autres. Chaque soignant a sa place, chaque soignant a son rôle. Il y avait de l'amour qui régnait entre nous, entre les malades, et on était là pour eux. La réussite, c'est 50% de ma victoire. Mais s'il n'y a pas tous les gens depuis le début qui ont fait les autres 50%, je suis rien. Je ne suis rien. Il faut être réaliste. S'il n'y a pas ces gens-là, on est que dalle. C'est cette relation humaine qui nous a permis de nous adapter et de passer le cap. Dans cette crise, quand même, il y a eu beaucoup de débrouilles. Oui, enfin, les gens sont des merdeurs, quoi, des merdouillards. On a pu trouver des solutions à énormément de problèmes qui, en temps habituel, seraient restés certainement sans solution. Et on avait la population qui était derrière nous, et ça aide. Oui, ça aide à passer le cap, ça aide à revenir le lendemain matin, ça aide à surmonter, oui. Tous les soirs, depuis chez moi, je pouvais entendre les applaudissements, et c'était touchant, c'était vraiment très touchant. Très sincèrement, nous on descendait à 20h et ça nous faisait du bien, quoi. C'est dommage d'arriver à une catastrophe pour penser que les gens à l'hôpital nous servent à quelque chose. Peut-être les gens comprennent peut-être un peu mieux ce qu'on fait comme travail, que oui, on est en première ligne, que oui, on a besoin de matériel, que oui, c'est compliqué notre métier, mais c'est notre métier, on fait ça parce qu'on aime ce métier. Un jour où je suis partie de la Croix-Rousse, donc je traversais Lyon, et en fait je me suis retrouvée effectivement à traverser Lyon et à avoir le sentiment d'être applaudie. Oui, ça faisait chaud au cœur d'avoir cette reconnaissance-là. J'avoue que ça m'a un peu... vous voyez, quand je reparle, ça m'a un peu tiré les larmes aux yeux. Et là, j'ai eu une espèce de larme, j'ai eu une larme qui coulait, et c'était un peu émotionnant, c'était un peu... je me suis dit que les gens pensaient à nous, donc franchement, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Et à un moment donné, nous avions tenu à ce que le siège des Hospices civils de Lyon soit agrémenté d'un drap sur lequel nous avions écrit « Merci » parce que c'était le sens que la direction générale voulait renvoyer aux Lyonnais. Avec le monde d'après, moi je pense qu'il y a beaucoup de positifs et beaucoup de leçons à tirer de cette gestion de crise pour l'hôpital, mais aussi pour hors hôpital. Malgré la distance, malgré la pression, malgré le stress et malgré la charge. Je pense qu'il faut qu'on intègre cette idée. Il peut nous arriver qu'un virus qui s'est développé dans un endroit du monde arrive, se propage dans un autre endroit du monde à la vitesse de l'éclair. L'hôpital est là, jour et nuit, H24, 365 jours par an, quoi qu'il leur arrive, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont, c'est le phare dans la nuit. On ne peut rien prévoir, Beaucoup de gens disaient qu'on n'aurait pas d'épidémie, que ce serait un petit truc qui resterait à l'autre bout du monde. Donc je pense qu'il ne faut pas faire de plan, on verra.
on sait déjà que on peut monter une unité de soins critiques dans une salle de soins post-interventionnelle en 48 heures. Et ça, c'est extraordinaire et c'est extrêmement rassurant. Cet épisode-là, pour tous les soignants des Hospices civils de Lyon, a renforcé cette identité, a renforcé cette solidarité Hospices civils de Lyon. On est dans une même belle maison et qu'on peut réussir à construire ensemble. C'est tout à fait une seconde famille. On est une famille, quoi. Famille HCL. Et hier et avant-hier, je me suis posé la question, tout ce que j'ai passé, que je viens de vous raconter maintenant, est-ce que j'ai pas rêvé ?